Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites avec lesquelles je suis d'accord. Donc je veux revenir juste sur trois questions. Voilà, d'abord la première question, il y a eu une intervention disant l'argent de la spéculation, il est tiré de la production réelle. Je veux revenir là-dessus parce que je suis fondamentalement d'accord avec cette idée-là. Je vais même un peu plus loin parce que dans notre livre, on dit, mais ça c'est pas original, mais il faut quand même le rappeler, que la cause profonde, les causes profondes de la crise, c'est pas seulement dans la sphère financière. La sphère financière, ça a été le déclencheur. Le déclencheur, et puis ce qui a ensuite abouti à la généralisation de la crise. Mais au départ, il y a une crise qui comment dirais-je, couvre depuis beaucoup plus longtemps, et qui est due à la ponction, depuis des années et des années, du capital sur le fruit du travail. Et ça aboutit à une suraccumulation de capital à un pôle, et de l'autre côté, ça aboutit à ce que les salaires sont trop bas, il y a de la régression sociale, les gens n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. C'est vrai dans des pays comme le nôtre, c'est encore beaucoup plus vrai à l'échelle de l'ensemble du monde. Et c'est donc cette suraccumulation de capital qui est à l'origine de la crise. Alors après, mais les phénomènes spéculatifs, effectivement, ils partent de là. C'est-à-dire qu'il y a spéculation, et une spéculation qui peut fonctionner un certain temps, qui est en effet le résultat de la pompe qui existe par ce système sur le fruit du travail humain. Et lorsque la spéculation va au-delà de ce qui peut être pompé sur le travail humain, c'est ce qu'on appelle une bulle spéculative. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a trop de spéculation par rapport à ce qu'il est possible de valoriser comme capital, et la bulle éclate. Donc je suis totalement d'accord avec cette idée-là. Et c'est d'ailleurs tellement vrai que quand on regarde les choses, il y a de multiples moyens d'alimenter cette spéculation. Par exemple, au plan fiscal, il faut se souvenir qu'un groupe comme Google ne paye pas ne fait pas de bénéfices en France. Pour une raison fort simple, ça a été dit d'ailleurs à propos d'une entreprise proche d'ici, mais Google il fait pareil. Il y a une structure basée au Luxembourg qui prend des royalties sur l'activité de Google France et qui fait payer ces royalties extrêmement chères. Et pour ce qui est de l'Europe, l'ensemble de l'Europe, les impôts sont payés en Irlande. Ce qui aboutit à ce que Google paye extrêmement peu d'impôts. Vous vous souvenez tous probablement de cette statistique. Les grandes firmes françaises, qui sont implantées en France, payent en moyenne 8% d'impôts sur les bénéfices, alors qu'ils sont en train de hurler qu'on les spolie, qu'on les pousse à la ruine, etc. Mais tout simplement par ces méthodes de l'optimisation fiscale, ce que je viens de décrire, ils ont tous leurs méthodes, alors qu'une PME paye en moyenne 34% d'impôts sur l'ensemble de son activité, tout simplement parce qu'eux n'ont pas les moyens et les connaissances pour pratiquer ce genre de sport. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, sur la décroissance, je serai très court parce que, évidemment, je suis parfaitement en accord avec ce qu'a indiqué Louise. Voilà, ce que je veux dire, c'est que si on parle de croissance ou si on parle de décroissance, qu'est-ce qu'on dit? On dit d'un côté croissance, il faut plus, et on dit de l'autre côté décroissance, il faut moins. Mais plus de quoi, et moins de quoi, et comment, et pourquoi, ça on n'en parle pas. Donc c'est pour cette raison qu'il faut complètement changer la manière de voir les choses. Il faut partir, comme l'a dit Louise, de la question des besoins humains et de leur satisfaction. Il y a des choses qui doivent croître, notamment santé, éducation, etc. Alimentation, par exemple. Le chiffre a été rappelé, on va être 9 milliards d'humains sur cette planète d'ici à 2050, et ça, c'est pratiquement acquis, puisque la plupart des gens sont déjà nés, en quelque sorte. Mais en France, les prévisions, c'est 72 millions de personnes. Faut bien les nourrir, il faut bien les loger, etc. Donc de ce point de vue, il faut de la croissance pour satisfaire ces besoins. De l'autre côté, évidemment, les modes de consommation actuels qu'on a décrits et qui poussent à acheter pour acheter de façon à maintenir le système, il faut les transformer. Il faut faire des tailles
sévère dans les budgets d'armement au plan mondial. Il faut faire en sorte que les transports parasitaires dont j'ai parlé, qui sont dus aux délocalisations, diminuent. Donc voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut prendre le problème. Et surtout, ce qui a été indiqué tout à l'heure sur la transformation du modèle productif, c'est-à-dire cette fameuse économie circulaire, ça c'est ce qui permet justement de répondre aux défis de la raréfaction des matières premières, avec ce recyclage permanent et cette substitution de matières. Je pourrais vous citer des exemples très très concrets, c'est des sujets sur lesquels je travaille. Donc voilà, c'est de cette manière-là qu'il faut prendre le problème, et on s'apercevra que la question n'est pas de choisir entre la croissance ou la décroissance, parce que si on fait ça, dans les deux cas, on est perdant. Donc prenons la question autrement. Ce qui me fait dire d'ailleurs que sur la question des grands défis qui a été abordé, on a un chapitre assez conséquent sur cette question dans le livre, donc sur le réchauffement climatique, sur la question de l'énergie, mais le défi, c'est non pas d'aller vers une décroissance de l'énergie dont on a besoin, mais c'est d'arriver à aller vers un modèle énergétique décarboné. Et donc avec de l'énergie nucléaire, tant qu'on n'a pas de substitution qui fonctionne au niveau suffisant, et pour le développement des énergies renouvelables, ça pose toute la question du stockage de l'électricité. Je ne rentre pas dans cette question, ça nous prendrait beaucoup de temps, mais il existe des solutions. C'est ça qu'il faut voir. Donc notre manière d'aborder les questions est une manière optimiste. Simplement, il y a un obstacle politique qui est le fait que jusqu'à présent, eh bien, pour réduire les émissions de carbone, on s'est heurté, la planète s'est heurtée, l'ensemble des pays s'est heurté à la résistance des multinationales et des États qui les soutiennent le plus. On l'a vu avec les différents sommets. Enfin, je termine par la question qui me semble tout à fait centrale. Si on a pu comprendre dans mon propos que nous pensions que le capitalisme allait s'écrouler, c'est que je me suis mal exprimé, parce que c'est surtout pas ce que nous pensons. Ce que nous disons est différent. Nous disons, et ça je le maintiens, parce qu'il y a des études d'opinion très régulières sur cette question, notamment, on a vu l'inversion, c'est 2008, hein, c'est à partir de la crise, sur l'image qu'avait le capitalisme. C'est-à-dire qu'avant 2008, c'est une image c'est le système efficace, c'est un système qui marche, qui est certes dur à vivre pour les plus démunis, etc., qui a bien des défauts, mais c'est le seul qui existe et qui marche. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est dans la perception de l'opinion, il y a l'idée que le capitalisme est un système qui dysfonctionne. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'il va s'écrouler. Alors, je pense même que c'est l'inverse. Parce que d'abord, le capitalisme peut durer dans la crise. Je n'ai pas eu le temps de développer ça, mais c'est un aspect politique qu'il faut bien voir. L'avenir n'est pas écrit. L'avenir, nous pensons qu'il faut se battre pour qu'il soit un avenir de progrès, un avenir de dépassement du capitalisme, mais ce n'est pas obligé que cet avenir-là se réalise, en tous les cas se réalise tout de suite. Il peut y avoir d'autres scénarios, et notamment un scénario, c'est toutes les réflexions autour de ce qu'on appelle la vision post-démocratique. Il y a tout un courant de penseurs du capitalisme qui considèrent qu'aujourd'hui la démocratie est un obstacle et qu'il faut éloigner de plus en plus les niveaux de décision des niveaux où se posent les problèmes, et notamment de l'intervention démocratique des populations. Donc ça, c'est un scénario qui sera un scénario plus autoritaire. Et une partie de la bourgeoisie et des capitalistes travaillent sur ces questions. Et de la même manière, le capitalisme vert est aussi une voie. C'est-à-dire une voie pour trouver de nouveaux terrains de valorisation du profit, avec tous les, par exemple, tout ce qui concerne le traitement des déchets, tout ce qui concerne, le verdissement de l'économie dans tous les domaines. Bon, ça peut être aussi un des éléments pour eux, pour essayer de pallier à la profondeur de la crise d'aujourd'hui. Donc vraiment, dans notre esprit, c'est pas du tout l'idée que l'avenir est tout tracé et que le capitalisme va s'écrouler. Non, non,
c'est une bataille très difficile dont nous avons conscience. Et ça me conduit à dire de ce point de vue qu'après, tout ça réhabilite la politique, fondamentalement. Parce que, d'abord, je pense vraiment que l'idée selon laquelle plus les choses sont catastrophiques et plus ça attrait le changement, je crois malheureusement que toute l'histoire s'inscrit en faux contre ça, parce que plus ça va mal, et plus, en réalité, les gens se replient sur eux-mêmes, et plus il y a l'idée, en gros, faut trouver un sauveur suprême, enfin l'idée justement des solutions autoritaires. Et on a parlé tout à l'heure comment dirais-je, de délégation de pouvoir. Ben, on voit bien comment le système présidentiel actuel, qui existe depuis des années, il accroît l'idée de délégation de pouvoir. Alors aujourd'hui, les gens pensent à qui et pas à quoi. C'est-à-dire, on se dit, on va confier le pouvoir à une personne, et on ne s'occupe pas de savoir ce que cette personne a vraiment l'intention de faire. Donc c'est la délégation de pouvoir et l'autoritarisme. Et donc, ça conduit à l'idée selon laquelle, évidemment, le défi que nous avons à relever, c'est de faire en sorte que les questions politiques soient perçues comme ça concerne mon quotidien. Voilà, que les gens se disent, cette question politique, c'est pas une question de politiciens qui sont pas mon monde, ça me concerne moi directement, ça concerne mon quotidien, et qu'ils se disent que ce qu'on raconte, ça peut marcher, et ça peut faire évoluer les choses positivement. Je dirais en effet, moi j'avais la même référence, c'est ce que nous avons réussi à faire en 2005 à propos du traité constitutionnel européen. C'est à partir du moment où, en décryptant le texte, en décryptant les enjeux, les gens se sont dit « mais ça me concerne directement », et si on ne le vote pas, ça peut être mieux que si on le vote, qu'on a réussi à transformer la situation. Donc c'est bien un défi politique, et ça donne bien toute l'importance au rôle des militants et des militantes que nous sommes, les uns et les autres, d'où l'importance de ce type de réunion, parce qu'en réfléchissant ensemble, en échangeant des idées, et bien finalement on en ressort mieux armé pour aller aux discussions avec les gens. Merci Alain. Un dernier mot de Louise. Et qui va avec l'autre volet de la conclusion d'Alain, c'est l'idée de vraiment d'avoir conscience de l'intériorisation de la compétence. Qui est vraiment un outil de domination extrêmement important. Et en fait, on a vraiment essayé, nous on croit vraiment à la démocratie, et à l'importance donc de l'intervention de chacun, et donc à la compétence de l'expérience, du vécu, et à tous les différents types qui doivent, de compétences, de manière d'appréhender les choses, qui doivent être développées. Et justement, quand vous parlez là, dans les quartiers, dès que ça donne l'impression que c'est des questions politiques, les gens arrêtent de venir, c'est étudié par les sociologues. Et donc il y a des travaux qui montrent que quand une question à peu près la même, une question qui a l'air politique, il y a moins, qui n'a pas l'air politique, il y a moins de 100 réponses. Et une question, dès qu'elle a l'air politique, il y a plus de 100 réponses. Donc il y a à travailler sur le fait que ça touche, que ça touche directement, que ça ne sert pas à rien. Parce que c'est ça aussi, quand on se déplace comme ça à des réunions ou à des manifestations et que ça sert à rien, ça décourage. Et surtout aussi de valoriser la compétence de chacun. Et donc c'est clair qu'il y a des gens qui ont des difficultés plus fortes à s'exprimer parce qu'ils n'ont pas le langage, les bons mots, etc., etc. Mais justement, notamment, il y a l'association ADT Carmonde, qui travaille justement avec les gens qui ont plus de difficultés pour leur donner des possibilités de s'exprimer. Donc là aussi, on a des outils pour réussir. Ça prend du temps, etc., mais à faire parler tout le monde et finalement à valoriser la compétence de chacun parce qu'elle est importante pour nous tous. Merci Louise. Donc le livre, pour finir, il y a des exemplaires